Ce que j'ai essayé de vous démontrer tout au long de cette formation, sans le formuler directement, c'est que la meilleure manière de sortir de notre chaos informationnel, et d'ailleurs probablement la seule, ce n'est pas de l'éviter, ce n'est pas de le contourner, c'est d'y faire face. Nous savons tous, autant que nous sommes, a fortiori les décideurs, que l'information est indispensable. Le problème, c'est qu'on ne sait plus vraiment à quoi elle est indispensable. Et si on veut parvenir à faire baisser ce fameux niveau de stress informationnel, parce qu'il procure, en fait, il produit les mêmes effets que le stress, eh bien, on sait désormais que prendre du recul ou se couper des médias, ce n'est pas la bonne solution. Parce que ça va appauvrir votre pensée, votre expérience du monde, ça va vous abêtir. Et ce qu'il faut, c'est ce que j'espère vous avoir démontré, c'est changer votre perspective. Mais la changer sur presque tout. Ça ne veut pas dire changer votre vision, votre personnalité. Non, ça veut dire prendre des points de perspective pour aller casser les mythes. Et ça demande de ne pas être feignant. Bon, j'en ai la preuve parce que ça fait presque 40 heures qu'on est ensemble. La première étape pour y parvenir, on l'a dit, c'est de dépasser la complexité. La complexité, c'est quand même étonnant parce que en 3 décennies, depuis la chute du mur de Berlin, ce mot, qui est un mot assez creux en fait, eh bien aujourd'hui est devenu une idéologie qui va cacher tout le bullshit qui nous entoure, tout cette espèce de nuage de fumée. Et au fond d'ailleurs, c'est aujourd'hui la complexité, une idéologie mortifère qu'on ne peut même plus interroger. La plupart des sujets, ça va jusqu'au sport, ça va presque, je dirais, évidemment jusqu'à la nature. Eh bien, dès qu'on s'interroge, on me dit « Ouh, c'est trop complexe ». La philosophe Sophie Chassa a démontré en quoi la complexité est devenue, au fil du temps, une idéologie dans une étude qu'elle a publiée en juin 2023 pour l'Institut Montaigne. Et ce qu'elle nous dit, au fond, c'est passionnant, c'est que tout ce qui est vivant a besoin, par nature, par définition, d'être régénéré. C'est-à-dire qu'il faut régénérer, si on veut conserver la vitalité, l'intégrité, en fait, de quoi que ce soit d'ailleurs, évidemment d'un corps humain, mais tout le concept de la révolution, c'est bien ça. C'est de régénérer, de régénérer le corps social et le contrat social. D'ailleurs, ce qui sous-tend l'accélération des temps modernes, la société de consommation, où le temps libre est devenu en fait la mère de toutes les marchandises, plutôt qu'un otium, un loisir certes oisif, mais pertinent, intéressant, enrichissant, cultivant. Eh bien aujourd'hui, des puissances politiques, médiatiques, pas toujours mal intentionnées d'ailleurs, eh bien vont jouer sur nos pires instincts. Parce que ce qu'elles espèrent finalement, c'est de rester tout en haut de la chaîne alimentaire, qui est en règle générale la chaîne de l'information. Et aujourd'hui, elles ne veulent plus se soucier d'être du bon côté de la morale ou du bon côté de l'histoire. Parce que dans ce qu'on appelle le retour à l'histoire, c'est-à-dire une espèce de guerre froide qui est en train de rééclater, eh bien nous voyons que l'éclatement des savoirs n'est pas une fin en soi. Et ça, eh bien, c'est presque, je dirais, le legs d'Edgar Morin, parce que dans son introduction à la pensée complexe, c'était en 1990, lui, il nous disait qu'il fallait justement développer une pensée complexe pour réunir, pour rassembler, pour réconcilier ces savoirs qui étaient en train d'éclater. Le temps, d'ailleurs, passe vite parce que si s'informer n'est évidemment toujours pas une sinécure, elle ne le sera peut-être jamais. Aujourd'hui, nous avons des outils pour nous aider. Nous avons plus que des béquilles. Nous avons des instruments qui vont permettre à notre esprit, à notre cerveau, à notre corps, parce que c'est aussi un cerveau, eh bien, d'assimiler, d'intégrer, de digérer, non pas seulement plus d'informations, mais mieux l'information. Alors, évidemment, ça commence par les réseaux sociaux, les médias sociaux, qui est aujourd'hui le principal lieu de diffusion et de rediffusion de la presse, des articles, des vidéos. Et puis, désormais, l'intelligence artificielle générative, par exemple ChatGPT, qui est en train de devenir là aussi un buzzword. Et derrière le mur de la complexité, eh bien, il faut bidouiller, mettre ses mains dans le cambouis et essayer de comprendre
Ce qui, eh bien, justement, fait toute la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe, c'est ma théorie, un capital informationnel. Et ce capital, il se situe justement dans les interstices entre le capital social et le capital culturel, entre le capital culturel et le capital économique, et puis évidemment entre le capital économique et le capital social, qui sont liés. Et aujourd'hui, plus que jamais, pour survivre, pour grandir, pour se déployer, eh bien nous avons besoin d'idées. On a toujours eu besoin d'idées d'ailleurs, hein, bien avant que le pétrole nous permette d'économiser autant de nos forces physiques qu'on met le plus souvent dans l'évanouissement devant la lumière bleue de Netflix ou des écrans. Et j'ai su il y a très longtemps, avant de m'engager dans la voie de la communication, que eh bien, c'était stratégique. L'information est stratégique. Je l'ai compris notamment en lisant le testament pratique d'un grand publicitaire français qui s'appelle Philippe Michel. Et ce livre s'appelle C'est quoi l'idée? À l'époque, il venait de paraître chez Michalon, on était en 2005, c'est-à-dire 12 ans après la mort de Philippe Michel, à 53 ans seulement. Et dans ce bouquin, eh bien, il parle de communication en creux. Ce qu'il décrit en fait, c'est le jeu. Le jeu qu'il engageait avec l'intelligence du consommateur, entre cette intelligence et le message, dans un but, dans une quête, la quête de l'idée. Parce que pour Philippe Michel, une idée, c'est une bombe, littéralement, dans la mesure où justement une idée, c'est une quantité d'instabilité, d'une part, et d'énergie, qui en fait va se mettre en place, cette quantité, pour concevoir quelque chose d'unique. Et c'est là le propre finalement de la puissance, du pouvoir, de la décision. Chaque situation est différente et donc chaque décision doit être unique. Philippe Michel écrit d'ailleurs noir sur blanc dans C'est quoi l'idée que le cynisme est contre-productif pour la société. Il faudrait s'en rappeler plus souvent parce que notre but aujourd'hui à tous, ça devrait être de créer de l'intelligence. Pas de noyer le poisson, pas de séduire, même pas de convaincre d'ailleurs, mais de créer cette résonance, cette intelligence collective, parce que le cerveau collectif marche toujours mieux que le cerveau individuel. Et d'ailleurs, on peut tous y contribuer, j'essaye d'y contribuer modestement, en améliorant le monde par des idées fertiles. À la fois leur émergence, mais aussi leur rayonnement, leur circulation. On a tous notre rôle à jouer dans le monde de demain. Et pourquoi je vous dis d'ailleurs que les idées sont fertiles? C'est un peu une vision romantique, un peu cucu des choses, mais je ne crois pas. Et même les plus cyniques d'entre nous, croyez bien que j'en connais quelques-uns, m'avouent bien volontiers que ce qui déplace les volontés, ce qui déplace des montagnes, eh bien, ce sont les idées. Ce n'est pas la force physique, ce n'est pas la puissance de l'argent. Ce sont les idées qui provoquent les comportements, le fléchage, les décisions. Ce sont elles aussi qui garantissent les valeurs, la transmission, le contrat social, parce que ce sont elles, les idées, et seulement elles, qui nous permettent de comprendre le monde, ce qui veut aussi dire de nous comprendre. Nous passons par ce truchement, par ce relais, entre guillemets, par ce médium que sont les idées pour nous comprendre, pour nous révéler à nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est pas la tâche la plus facile dans l'intelligence, hein, de se comprendre. Mais on voit tous les jours, a fortiori quand nous sommes en responsabilité, quand nos actes, quand nos idées, quand notre parole engage bien plus que notre propre individu, et bien que nous comprendre va nous donner la capacité de mieux nous mesurer à ce monde. Et c'est en nous mesurant mieux au monde que nous allons mieux nous comprendre. C'est cette relation dialectique qu'il faut, dans un cas, réparer, et puis toujours développer, transmettre, communiquer. Et ces mondes qui nous entourent, eh bien, il ne faut jamais oublier qu'ils nous forment autant que nous les formons. Nous avons un pouvoir, celui de notre volonté et celui de notre représentation. D'ailleurs, nous avons le pouvoir, nous avons l'intelligence pour comprendre la complexité sans l'amoindrir. Et d'ailleurs, nous le devons si à la fin nous voulons intégrer la totalité dans une forme unique, si nous voulons créer notre message et le délivrer au monde. C'est peut-être ambitieux, mais au moins autour de nous. C'est la clé du bonheur. C'est de pouvoir atteindre ces expectations, ces attentes. Et pour ça, on est obligé de communiquer ce qu'on veut et on est obligé de dire ce qu'on a vraiment à dire. Pas ce qui serait plaisant de dire, pas ce qu'on trouve
pertinent, intéressant, utilitaire de dire. Non, ce que l'on porte en soi. Et pour ça, eh bien, on a besoin de complexe, pas de complexité. On a besoin de complexe pour fabriquer de l'unique. On a besoin de compliqué. Parce que c'est bien ça d'ailleurs qui est si intéressant. C'est ça qui nous plaît. C'est ça que l'on aime dans le fait de s'informer et d'informer les autres. C'est ce qui nous résiste. Ce qui nous interroge au sens littéral, au sens premier du terme. Et ce qui est génial d'ailleurs, c'est que dès l'instant où on résout un problème, dès qu'on ressent cette puissance, cette jouissance de l'Eureka, un autre problème s'ouvre immédiatement. Et puisqu'il y a plusieurs solutions aux problèmes, d'abord dans la manière de les poser, eh bien les choses ont sans cesse différents sens. Et c'est cette quasiment, je dirais, cette infinité de possibilités qui crée la diversité, qui crée le mélange, qui crée le plaisir que l'on peut avoir à vivre ensemble et pas à vivre à côté les uns des autres. D'ailleurs, pour mieux vous décider, ce que je vous dis, c'est que la première chose à faire, comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est de vous détendre plutôt que de vous angoisser. La société, les médias ont aujourd'hui un discours hyper alarmiste, catastrophiste. Alors que pour vous améliorer, vous n'avez pas d'autres options que d'entrer en intelligence avec vous-même. Et personne ne peut le faire pour vous. Parce que au final, chacun a une clé de fonctionnement, une clé d'encryptage, si vous voulez. Ce sont des structures mentales qui vont formuler des problèmes et qui, petit à petit, vont y répondre. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, d'ailleurs, n'est que la reproduction normée de notre fonctionnement cérébral. Quand je dis y répondre, c'est y répondre ou pas, d'ailleurs. Mais ce que j'ai essayé de vous montrer à travers ces sources et ces exposés, c'est que nous sommes aujourd'hui, comme hier d'ailleurs et comme demain, face à deux grandes impasses. Nous avons d'un côté le dogme de la complexité qui en fait bien souvent d'ailleurs est celui des pouvoirs en place, est celui du statu quo, est celui finalement d'un capitalisme un peu à la papa. Et cette impasse, elle nous pousse à déléguer à d'autres notre souveraineté. À commencer d'ailleurs par notre souveraineté alimentaire. Puisque ce qui se passe dans votre assiette, c'est pas vous qui êtes allé le produire, le ramasser. Et puis notre souveraineté énergétique, qui passe notamment par nos politiques nationales, européennes. C'est pas le maire de votre arrondissement ou de votre village qui décide de la manière dont l'énergie est produite, la plupart du temps. Et puis ça va évidemment jusqu'à notre souveraineté politique. Et de l'autre côté, eh bien, il y a un autre dogme, c'est une idéologie aussi, c'est celle du complot. Celle qui dit que finalement tout est simple parce que tout est de la faute des autres, tout est de la faute d'un grand méchant loup. Sauf que le complot, bien sûr que ça existe le complot, c'est simple, c'est l'homo economicus. C'est qu'en fait les gens vont toujours viser leur intérêt, la plupart en tout cas, et leur intérêt probablement, et le plus souvent d'ailleurs, passe par les intérêts des autres. Ce sont les grands complexes d'intérêts, les grands intérêts coagulés qui peuvent créer de l'ampleur. C'est un peu l'économie d'échelle du pouvoir. Seulement, cette idéologie du complot, c'est une illusion totale, parce qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent le monde, dans le sens qui lui donne une direction, qui tiennent le gouvernail, ce ne sont pas les experts, ce sont ceux qui ont une approche holistique, c'est-à-dire une approche globale, multidimensionnelle, mais aussi, et surtout, j'ai envie de dire, une approche humaine, une approche psychologique, et surtout pas une approche systématique. Parce que le propre de l'histoire collective, mais aussi de nos destins individuels, eh bien c'est justement que l'histoire ne se répète absolument jamais. C'est pour cela d'ailleurs qu'on peut parler d'histoire, qu'on peut parler de destin. Et quand Nietzsche et d'autres nous parlaient d'éternel retour, ils parlaient du retour finalement des grands schèmes, des grandes valeurs, des grandes traditions, mais ils ne parlaient évidemment pas du retour des décisions, du retour des idées. Parce que finalement, le fondement de ce qui est récurrent dans nos narrations, dans notre époque, eh bien, c'est cela. C'est pour ça que cette formation, d'ailleurs, s'appelle Megatrends. C'est parce que les petits signaux faibles doivent vous permettre de tirer le fil jusqu'aux grandes tendances, les grands courants qui traversent l'océan qu'est le monde, et notamment qu'est le monde de l'information, pour que vous puissiez prendre plus de distance, plus de hauteur, plus de pouvoir sur l'information, pour avoir plus d'idées, plus de rayonnement. Parce qu'au fond, le nerf de la guerre, ça l'a toujours été d'ailleurs, sous de très très différentes manières dans l'histoire, mais c'est, et ça restera d'ailleurs, le narratif. Et je ne parle pas seulement du storytelling, vous savez, c'est l'art de raconter des histoires, comme le définissait avec un peu de malice Christian Salmon quand il a importé
ce concept américain en France, dans la foulée du sarkozysme, c'était en 2007. Non, je vous parle d'une forme de narratif qui est le narratif, je dirais, intime, personnel, certains diraient peut-être même psychologique. C'est ce qu'on appelle dans la littérature anglo-saxonne le stream of consciousness, le flux de conscience. C'est-à-dire l'histoire que vous vous racontez à vous-même et que vous vous racontez aussi sur vous-même. On le voit d'ailleurs, hein, aujourd'hui ceux qui sont les adeptes de la théorie du complot sont des gens qui ont des personnalités limites, sont des gens qui ont un regard sur eux complètement malade au sens psychiatrique du terme. Et ce qui compte eh bien, dans ce stream of consciousness, dans ce flux de conscience, c'est que c'est lui qui explique pourquoi on devient qui l'on est. D'ailleurs, le sociologue Gérald Bronner en parle dans son livre Les Origines, qui est paru en 2023. Et ce narratif, ce pouvoir du narratif, il va plus loin que ça. Il interroge la relation que l'on a à nous-mêmes. Et c'est important, parce que ce que j'ai essayé de vous apprendre tout au long de cette formation de 40 heures, c'est qu'il est indispensable que vous compreniez ce que vous acceptez d'ingérer comme corps étranger. Ce que vous pouvez aussi digérer. Vous avez une capacité, un métabolisme de l'information. Et c'est ça, c'est votre connaissance fine de vos propres capacités, de vos propres visions, de vos propres schémas, qui va développer votre vision stratégique, pas celle du voisin, parce que justement, elle va venir rencontrer vos expériences, ce que j'appelle votre science infuse, pour nourrir et puis ensuite pour affiner, pour raffiner votre intuition. Et quand on parle d'énergie, de vista, en fait, ça ne provient absolument jamais de l'étude de dizaines de milliers de chiffres ou d'opinions. Ce ne sont pas des scribouillards qui ont une vision. Ce ne sont pas des scribouillards qui transmettent, qui communiquent, qui diffusent une énergie. Non. L'énergie, elle jaillit toujours d'une idée. Et donc, au final, d'une intuition que finalement, deux choses apparemment très éloignées vont faire sens ensemble. C'est un peu votre capacité poétique. On dit souvent, c'est Léo Ferré qui dit ça, c'est que la poésie ne se vend pas et qu'elle ne se lit pas d'ailleurs. Bien, je crois que c'est assez vrai. Et au final, la poésie, elle est en vous, elle est non pas dans votre imagination dans le sens littéral du terme, mais dans votre capacité à produire encore plus de compréhension du monde et de compréhension des hommes en rapprochant des choses, des vases qui ont été séparés, en rapprochant du sens. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on ne peut développer son intelligence, son rapport aux autres, son rapport d'ailleurs au monde autant qu'aux éléments, qu'à la nature, qu'à l'environnement, qu'à travers finalement son narratif. Qu'il s'agisse tout aussi bien de, je dirais, nos petites histoires, ou la petite histoire d'ailleurs, que de la grande histoire et de nos grandes histoires. C'est-à-dire des moments dans votre vie, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas des centaines, qui vont définir les climax dans les films, dans les séries, dans les romans, les moments qui vont définir réellement, précisément et de manière irréversible ce que vous êtes, qui vont le définir soit moralement, soit, je dirais, sensiblement. Et c'est toujours, ces climax, en tout cas je le crois, au prix de l'investissement que l'on fait dans la plus grande empathie dont nous sommes capables. Pour arriver à se révéler à soi-même et donc pour arriver à avoir une vision à partager aux autres, il faut aller au maximum de nos capacités d'empathie, de nos capacités de résonance avec les autres, avec l'histoire et même avec le futur. Parce que si nous sommes tous capables d'empathie, ça, il faut bien le comprendre, hein, à des niveaux évidemment différents, à des ampleurs, à des graduations différentes, il est absolument certain, moi j'en suis convaincu, que nous avons encore des ressources complètement insoupçonnées d'empathie. Tous autant que nous sommes. Et ce prisme, il nous définit, évidemment, dans la société, dans une société de l'étiquette, mais il nous forme aussi. Il nous fait grandir, et il fait grandir avec nos frères humains, avec les autres citoyens, les autres décideurs, puis nos futurs, nos prochains. Il fait grandir une conscience à la fois individuelle, intime, commune, collective, et j'ai parfois du mal à le croire, ou elle me fait mal au cœur, mais une conscience universelle. Et j'espère de tout cœur que ces 40 heures passées ensemble vont vous aider dès aujourd'hui, mais vont vous aider durablement, tout au long de votre vie,
à mieux comprendre, à mieux saisir vos besoins, vos attentes, parce qu'elles évoluent, vos mécanismes, et qu'elles vont vous permettre de choisir des sources et de développer des rituels qui vous sont propres, qui vous sont personnels, et qui vont vous permettre, jour après jour, de vous sentir mieux informé. C'est-à-dire, finalement, d'être mieux préparé à vos prises de décision. Et qu'est-ce qu'une bonne décision? Eh bien, c'est une décision dont l'impact est plus bénéfique. Ce sont ces décisions qui vont être plus satisfaisantes pour vous parce qu'elles auront de meilleurs résultats. Et surtout, n'oubliez jamais que la matière première de toutes les histoires et de toutes les informations, de tous les faits, ce sont des actions. Les mots, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est ce que nous disait Victor Hugo. Et nous les chérissons, les mots, à la condition qu'ils fassent sens. D'ailleurs, la meilleure façon, ça c'est Philippe Michel qui nous le raconte, la meilleure façon de dire quelque chose, c'est justement de ne pas le dire. Et le propre de quelqu'un qui a une vision stratégique, c'est justement d'ajouter, d'incorporer, d'encapsuler dans son message, dans son discours, un supplément d'âme, bien plus que ce qu'il dit. Et ce sous-texte, c'est ce qui nous relie et c'est ce qui crée de la culture. Ce sont ces productions de l'esprit qui peuvent durer éternellement et qui vont changer physiquement, biologiquement même, le monde. L'analogie d'ailleurs, ça fonctionne. Et c'est pour cela que notre intelligence, l'intelligence humaine, ne cesse de s'enrichir. Parce que nous laissons des zones d'ombre à notre cerveau, cette espèce de sérendipité, pour qu'il fasse lui-même l'effort de réfléchir, d'aller débusquer l'ordre à partir du chaos et d'aller trouver la lumière à l'intérieur des ténèbres. Parce qu'elle est toujours à l'intérieur des ténèbres et pas à l'extérieur. Et ce que je tiens à vous dire, en guise de conclusion finale, promis, c'est qu'on a le sentiment, aujourd'hui, que l'acte de s'informer est finalement un acte solitaire, une action solitaire, intime, peut-être parce que ça coïncide avec des moments aussi de creux dans nos journées, des moments où nous sommes seuls. Mais en fait, en tout cas, c'est mon sentiment. S'informer, ce n'est pas avoir ces petits moments de répit où on va s'enfermer dans une bulle, où on va finalement se vider la tête. Non, au fond, et ça, il ne faut jamais l'oublier, s'informer, c'est un sport collectif, c'est un sport de combat, mais c'est d'abord et avant tout un sport d'équipe. Et quand vous arrivez à comprendre ça, vous arrivez à saisir ce qui, finalement, est le plus mal compris, je trouve, dans la fabrique de l'information et aussi dans la fabrique de l'intelligence, dans le développement de la vision stratégique de chacune et de chacun. C'est qu'elle répond toujours, cette intelligence, cette vision stratégique, à un besoin intime. Elle ne peut pas répondre à une idéologie, elle ne peut pas répondre à un besoin, entre guillemets, utilitaire. Non, elle répond d'abord à un besoin intime. Et celui qui va nous pousser à chercher à entraîner l'adhésion par ailleurs, mais surtout d'abord à entraîner notre propre adhésion, à avoir la meilleure image de nous, c'est-à-dire la plus juste et puis la plus valorisante, évidemment, c'est cela, c'est ce besoin intime qui va faire que notre cerveau a besoin tous les jours, sans cesse, parfois même la nuit, quand vous dormez, de rencontrer des conditions favorables pour accepter qu'on lui soumette une nouvelle idée, pour lui ouvrir la porte. Et d'ailleurs, souvent, ça n'est qu'une façon plus ou moins subtile de nous dire une vérité, de nous affirmer quelque chose que le monde, notre quotidien, notre temps d'attention, notre temps de cerveau disponible ne nous permet pas, ou ne nous permet plus d'ailleurs, de voir. Et quand on a cette intelligence, on ne peut pas se décoller de la réalité, on ne peut pas perdre pied. Et c'est ça qui fait la différence entre un bon décideur et, je dirais, un piètre décideur. Parce que c'est à ce prix, et seulement à ce prix, qu'on peut atteindre la fierté, je dirais, et certains diraient l'orgueil d'ailleurs, que l'on peut éprouver quand on découvre, quand on comprend, quand on trouve l'idée, et cette sensation est encore meilleure quand elle est collective. Parce que dans un monde idéal, ça s'appellerait tout simplement l'école, et on y allumerait des feux plutôt que d'y remplir des bouteilles, comme le disait magnifiquement en son temps Montaigne. Et c'est ce que j'ai essayé à ma modeste échelle, mais en tout cas c'était mon but, d'allumer des feux, de les allumer en vous parce que vous les portez en vous et parce que vous allez pouvoir vous-même à votre tour créer cette longue chaîne en un allumement à votre tour. Et finalement,
j'espère en tout cas qu'au long de ces 40 heures de formation, eh bien, j'ai pu le plus souvent possible y parvenir. J'ai essayé de mettre, je vous le disais au départ en intro, autant de saveur que de savoir, parce que finalement, ce que je souhaite le plus ardemment, c'est que vous puissiez, par vous-même et pour vous-même aussi, comprendre davantage. Comprendre, c'est quoi étymologiquement? Ça veut dire prendre avec soi, prendre avec vous, assimiler, être en accord. Et cette fatigue informationnelle, elle vient d'abord du fait que nous nous dégoûtons de l'information que nous recevons. Nous nous dégoûtons de ne pas comprendre, de ne pas percevoir, de ne pas avoir, entre guillemets, la grille de lecture, le référentiel, la Bible, pour tirer finalement une exégèse de ce que nous recevons comme information quotidiennement. Et c'est parce que vous êtes confronté d'ailleurs à de très nombreuses décisions, tous les jours, des importantes et des moins importantes, que vous risquez, si vous vous informez mal, de subir une forme d'anomie, une forme d'épuisement généralisé. On parle de burn-out pour évoquer justement cette brûlure, ce feu intérieur qui détruit tout sur son passage, alors que l'essentiel réside dans une idée extrêmement simple, pas du tout complexe. L'essentiel, c'est votre créativité. C'est-à-dire, c'est la particularité et c'est la pertinence de vos décisions. C'est ça, au fond. C'est votre créativité qui fait de vous un bon décideur, un bon citoyen, une bonne personne. Et pour cela, vous ne pouvez vous appuyer que sur des problèmes reconnus, sur des problèmes posés. Et pour définir un problème, vous n'avez pas 50 000 solutions. Il n'y a qu'un seul choix. C'est de d'abord, et d'ailleurs essentiellement en vérité, le comprendre, le poser. Et ensuite, c'est justement en multipliant les façons, les manières, les regards, les lignes de fracture, de rupture, de point de vue, les manières, donc les façons de vous poser ce problème qui vous empoisonne, parfois même inconsciemment d'ailleurs. Et c'est ça qui va faire votre créativité. C'est pour ça que j'ai voulu vous montrer les choses sous différents points de vue, parfois contradictoires, parfois complémentaires. Et ce n'est pas un bon moyen d'apprendre que d'épouser plusieurs points de vue. C'est, j'en suis convaincu, et d'expérience, le seul. Parce que ce que j'ai vu et ce que je continue de voir depuis plus de 15 ans en conseillant des grands patrons, des entrepreneurs, des chefs d'État, c'est qu'il ne faut pas être dupe. Chacun, quel qu'il soit, voit son point de vue comme une vérité. C'est le propre de l'humanité, de l'être humain. Et c'est en confrontant une multitude de points de vue que vous allez pouvoir justement en tirer, en retirer, en sélectionnant d'ailleurs un ou même plusieurs, parce que c'est là que votre identité va pouvoir résonner. Au fond, c'est notre métier à tous, d'ailleurs, c'est notre lot commun, pas seulement en tant que citoyen, mais juste en tant qu'individus qui avons envie, qui avons besoin, biologiquement d'abord, de survivre. Pour cela, nous devons concevoir un autre sens, un autre point de vue de nature à tous les expliquer. C'est ça la base de l'intelligence humaine. C'est pour ça que le cerveau humain s'est développé. C'est parce qu'il avait peur, il avait besoin pour survivre de manger et de se protéger. C'est exactement la même chose qui se passe quand vous êtes confronté à l'information et à des idées. Parce que plus il y aura d'idées qui vont converger vers une confluence, vers une société, une civilisation, plus elles vont être fertiles. Parce que ce qui nous guide tous, c'est ce que le compliqué et le beau ont en commun. C'est qu'ils savent réunir la plus grande diversité dans la plus grande unité. Et développer sa vision stratégique, au fond, c'est ça. C'est améliorer sa capacité à créer, c'est-à-dire à rassembler dans un objet qui peut s'appeler, par exemple, le discours, mais pas seulement d'ailleurs, mais qui est un objet unique, qui est un objet fini, qui est un objet complet, de rassembler à l'intérieur une multitude d'éléments qui sont apparemment complètement dissemblables, ou qui ont été, par tout un tas de phénomènes, parfois très vicieux d'ailleurs, séparés. Et les meilleurs décideurs, ce ne sont pas les gens les plus intelligents, ça ne veut rien dire. Les meilleurs décideurs, ce sont ceux qui justement savent fusionner différentes matrices, différentes manières de voir le monde, et ce sont ceux qui savent, grâce à ce talent, créer les conditions de cette collision. Parce que c'est toujours de ce choc d'atomes d'une certaine manière, que va naître l'énergie, que va naître la lumière. Et si vous arrivez, en recevant une information ou même un fragment d'information, un signal faible, à comprendre ce qui est complètement contradictoire mais intimement
mélangés, reliés, eh bien vous allez parvenir à irradier autour de vous des secousses telluriques qui vont permettre de fissurer les édifices de plus en plus fragiles, il est vrai, mais qui structurent quand même encore des certitudes établies. Et au fond, vous allez pouvoir endommager, fragiliser les chemins que l'habitude ou que les convictions, enfin les conventions d'ailleurs souvent, ont tracés chez les autres. Et en comprenant mieux le monde, eh bien, vous allez nourrir la meilleure partie de vous-même. Et c'est comme cela qu'on est le changement que l'on souhaite voir dans le monde. Parce que les êtres humains, eh bien, ce sont des miroirs. Nos neurones, d'ailleurs, sont eux-mêmes des miroirs. Et au final, la conséquence du changement, eh bien, c'est quand les autres sont inspirés à être le même changement que vous. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas la meilleure façon d'être puissant, d'être souverain. C'est la seule et l'unique. Et comme on dit, pour les siècles des siècles. Je profite d'ailleurs de cette conclusion pour remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont inspiré, qui ont été justement pour moi des miroirs et sans qui cette formation n'aurait pas pu exister. Je ne vais pas les citer parce que ça fait quand même maintenant presque une trentaine d'années que je lis, que je regarde, que je sens et que je vis le maximum d'expériences possible, donc ça serait un peu long. En revanche, je remercie mes soutiens logistiques, comme on disait dans la Révolution, parce que sans eux, vous n'auriez jamais pu suivre cette formation. En premier lieu, c'est Christophe et Mathieu Tonin qui m'ont aidé pour la réalisation de cette formation avec leur société Chronique. Ensuite, c'est Fanny Dupin et Jean-Marc Gardeux qui ont été à la caméra. Clément Vieux, sans qui on n'aurait pas de son. Nathalie Delmas qui m'a aidé au prompteur. Et oui, il y a un prompteur. Alison Zanon, Romain Vissol, Michel Rétier et Loïc Bessaguet pour la post-production, parce que j'ai appris un métier. Merci, merci beaucoup. Guillaume Béra pour le générique et Malena Reali au graphisme. Je remercie aussi pour son extrême patience, vous entendez peut-être là ces petites tartines, mon fils Abel, parce que sans ces très longues heures de patience pendant la lecture, pendant le tournage, pendant la production et la post-production de cette formation, pareil, ça n'aurait pas été possible. Et ce que je remercie plus que tout, eh bien, c'est vous. Parce que j'ai pu, finalement, grâce à vous, me remettre aussi à l'établi, me remettre au travail. Et dans l'intelligence stratégique, dans la vision, qui est quand même une partie de mon métier, dans ce qu'on appelle aussi l'intelligence économique, eh bien, il ne faut jamais penser que nous avons la bonne méthode, la recette. Il n'y a pas de sauce secrète. Le mieux, c'est d'échanger, c'est de partager ces bonnes pratiques, ces retours d'expérience. Et avec vous, j'ai pu commencer à le faire. Et surtout, je vais continuer à le faire. Parce que grâce à votre temps, grâce à votre confiance qui me touche, qui m'encourage à poursuivre des formations et surtout avec vous, nos discussions. J'espère que nous aurons l'occasion longtemps de creuser en profondeur nos problématiques, de partager nos idées, de nous nourrir les uns les autres, peut-être même de créer au-delà de la relation bilatérale une veille collective, un esprit collectif. Nous pourrons trouver dans l'échange, dans la résonance, quelque chose qui sera à la fois convivial, un peu plus convivial, c'est sûr, que cette formation en ligne, et qui va nous permettre de continuer sans cesse à rester à la pointe de ce que finalement on pourrait appeler une hygiène de vie, c'est-à-dire celle de construire sans relâche, avec plaisir, sa vision stratégique et surtout de la communiquer. Je vous dis à bientôt donc, et d'ici là, prenez bien soin de vous.